What's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. Et j'ai même plus l'habitude de dire ça tellement ça fait longtemps que je me suis pas remis derrière le micro tout seul. Ça fait longtemps et j'ai vraiment perdu le goût. Enfin, il y a plein de trucs que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est un peu une remise à niveau de ce qui s'est passé sur les précédents mois. Tu savais que j'étais en Espagne, que j'ai décidé de quitter l'Espagne, que j'avais dit je vais passer quelques mois sur le continent nord-américain. Turns out, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Plein de choses se sont passées. Déjà, là, si tu regardes la vidéo, tu te rends compte que j'ai décidé d'optimiser, non pas le setup, mais pas le setup du podcast directement, mais mon nombre de pas. Parce que figure-toi que là, je suis en train de marcher sur un tapis et c'est exceptionnel. C'est vraiment un cheat code, je dois le dire. C'est que je fais mes 10 000 pas / 15 000 pas journaliers d'une facilité déconcertante. Et ça, pour le coup, si tu veux retenir quelque chose de ce podcast, je pense que c'est le seul truc à te dire, c'est achète un bureau qui se lève et mets un putain de tapis en dessous et tu verras à quel point c'est game changer. Tu essaies de passer genre 2 heures de ta journée sur le tapis parce qu'il y a plein de gens qui sont très réfractaires à cette idée-là. Bon, il y a un avion qui est en train de passer au-dessus. Je ne sais pas si j'aurais pas dû fermer la fenêtre. J'espère que tu l'entendras pas. Mais bref, il y a plein de gens qui se disent, qui sont réfractaires à l'idée d'acheter un tapis parce qu'ils se disent qu'ils n'arriveront pas à travailler en même temps. Et il y a du vrai là-dedans. C'est que ce n'est pas évident de marcher et de taper sur ton clavier, mais potentiellement, si tu fais autre chose, par exemple, si tu as des meetings, tu vois, tout le monde a des Zoom meetings ou des Google Meet, des trucs où généralement ça s'éternise et que tu perds un peu de temps dessus, eh ben ça, là-dessus, tu te mets debout, tu seras le seul qui aura l'air d'un idiot en train de marcher, les gens ne vont pas trop comprendre au départ, mais s'ils savaient les bénéfices que ça apporte derrière, je peux t'assurer qu'ils feraient la même chose que toi. Et donc là, j'ai enfin décidé de le faire pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai toujours voulu le faire, ça fait déjà longtemps, mais à l'époque, tu vois, quand j'habitais en France, quand j'avais mon premier standing desk, j'en avais pas acheté parce que je pensais que ça prendrait vraiment, vraiment beaucoup de place et que ce serait pas possible parce que l'appartement que je louais, il faisait 45 mètres carrés, il n'était pas très grand et je me suis dit, ça passera pas, ça va être chiant, donc laisse tomber, on verra plus tard. Ensuite, j'ai bougé en Espagne, je m'étais dit, c'est un truc provisoire parce que Monsieur Randis, il a continuellement envie de voyager, donc pourquoi pas, du moins pas tout de suite. Il faut rester minimaliste. Tu as dû m'entendre dire ça plusieurs fois et je t'avoue que la personne que tu as en face de toi aujourd'hui, il lui est arrivé plein de trucs, dont un burn-out, dont je vais te parler aujourd'hui et que du coup ça m'a fait changer ma perspective sur plein d'aspects. Changer d'angle en fait, tu vois, si tu veux. Mais clairement, ça a eu un énorme impact sur moi, une remise en question monstrueuse qui a fait que je suis tombé au fond du trou et j'ai pu regarder ce qui se passait au-dessus et j'ai pu analyser et me dire ok, ça t'enlève, ça c'est trop, ça va, ça c'est ok pour ce blabla. Enfin, je me mélange déjà les pinceaux. Mais avant toute chose, on va se faire une petite review parce que mine de rien, ça fait longtemps que j'en ai pas eu des nouvelles et c'est de ma faute. C'est de ma faute, très clairement. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode tout seul. Mais les épisodes tout seul, tu sais, c'est cool. En vrai de vrai, tu vois, moi, il y a un podcast qui me plaît beaucoup, qui apporte pas énormément de valeur, mais qui apporte de la joie. C'est Don't Be Sour de Max Tuning. Donc, c'est en anglais, par contre. Mais ce podcast, il a trouvé lui-même son propre format. Avant, il faisait que des interviews de mecs un peu connus. Ça devenait vite redondant. Moi, ça me saoulait. Sauf qu'il s'est mis un nouveau format où ils sont 3 potes. Donc, il y a lui, Max Tuning, Christian Guzman et leur pote Joe, je ne sais pas comment il s'appelle. Il est un peu moins connu, mais il reste connu quand même. Donc, après, ils sont dans une sphère où ils sont tous très connus. Donc, évidemment, c'est facile de choper de l'audience. Mais ce n'est pas tant ça. C'est que ces 3 potes, même s'ils sont connus, c'est un peu les coulisses. Et ils discutent pendant 1 heure, 1 heure et demie, tous les 3, sur des sujets vastes et variés. Et c'est trop drôle. C'est trop cool. Tu vois, parce que quand les gens, même s'ils sont connus, tu te rends compte que c'est juste des humains comme toi et moi et que tu relates les uns avec les autres, c'est génial. Et je trouve que ça, c'est un super format. Cependant, aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais mettre ça en place avec genre 1 ou 2 potes. Il y avait, en l'occurrence, maintenant que je suis revenu à Valencia, tu sais, j'ai mon pote Guillaume qui était intervenu dans l'épisode 178. On avait fait un épisode un peu cool tous les deux. Mais je ne sais pas si on pourrait faire quelque chose comme eux. Et en vrai, j'aimerais qu'on soit 3 plutôt que 2. Je pense que c'est un truc en plus d'avoir un trio. Il y a plus de rotation de conversation. Je trouve ça plus sympa. Mais je ne sais pas, peut-être qu'un jour, je le mettrai en place. Je ne sais pas encore avec qui, mais je trouve que c'est une excellente idée et ça permet de balancer du contenu parce que quand tu es tout seul, c'est pas le même délire.
à moins de fouiller genre les news qui se sont passées la semaine d'avant et de discuter des news pendant longtemps. Tu peux le faire et je suis sûr qu'il y en a plein qui le font, mais c'est juste pas trop ma cam et ça m'intéresse moyen parce que les news, je m'en occupe pas tellement en réalité. C'est vraiment, je m'inquiète des news les plus grosses qu'il y aura aux alentours, mais la plupart, je m'en fous. Tu vois, dès que ça rentre dans la politique, déjà, je m'en fous. C'est encore pire en France. Donc, non. Mais bon, bref, ça, c'était vraiment la parenthèse. Mais celui-là, la review, c'était incontournable de Aliam. Un grand merci à ce podcast d'exister. Ça fait 6 mois que je suis plutôt assidu via Spotify et j'ai enfin trouvé Apple Podcast pour laisser un avis tellement ton contenu est quali, fourni et ultra détaillé sur de multiples sujets. Les journaux de bord, les invités, les podcasts solo sont tous aussi intéressants les uns que les autres et amènent à une vraie réflexion / introspection. Comme je t'ai dit via Instagram, tu m'as en partie motivé à prendre une très grande décision les prochains mois, dans les prochains mois et je t'en remercie. Trop cool, tu vois. Ce genre de message, mec, en vrai, ça me régale, mais ça ne veut pas dire pour autant que je ferai davantage d'épisodes. Je vais t'expliquer un petit peu mon raisonnement aujourd'hui. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé sur les derniers mois et pourquoi est-ce que je suis resté silencieux tout ce temps-là. Non pas qu'il me soit arrivé quelque chose de très grave, mais c'est plus des réalisations. Et quand avec le temps, tu expérimentes des choses, tu deviens plus mature, plus sage, entre guillemets, devrais-je dire, et tu changes un peu d'avis sur plein de choses. Et donc, déjà, si tu vois la vidéo, tu vois mes cheveux. Donc, je me suis fait teindre les cheveux en blond. Ça, c'était pour le fun. C'était un truc que je voulais faire depuis longtemps. Mais il se pourrait que la semaine prochaine, on passe au buzz cut et on se fasse un petit truc genre très très court comme j'ai jamais fait de ma vie d'ailleurs. Donc ça peut être très sympa, on verra. On va passer de Sangoku Super Saiyan avec je sais pas ce que ça va donner. On verra d'ici là. Mais bref, ça c'était au Canada. Donc je t'avais dit, je vais venir à Valencia quelques mois. Ensuite, je vais me barrer et je vais continuer à voyager. Je vais faire les US, je vais faire le Canada, je vais peut-être retourner en Asie, je vais peut-être retourner en Australie, peut-être passer par Dubaï et après on verra. Et il s'avère, tu vois, que la première semaine où je suis arrivé au Canada, j'ai eu une réalisation forte. C'est qu'en vrai, l'argent, il tombe pas des arbres. Et tu vas me dire, ouais, ok, cool, mec. Mais en fait, si tu veux, j'avais une cadence de travail ici en Europe qui était stable et qui me plaisait plutôt bien, dans le sens où je pouvais travailler depuis relativement tôt le matin jusqu'au début d'après-midi en étant relativement intense. Et après, j'avais plus trop besoin de penser au boulot. Sauf qu'en partant au Canada, alors que l'année dernière, j'avais bossé depuis Bali et l'Australie, c'était sur un fuseau horaire totalement différent. Il y a plus d'heures de décalage avec l'Australie, pourtant j'arrivais mieux à travailler. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que tu es dans l'autre sens et qu'en Australie, quand je me levais le matin, tout le monde dormait. J'étais en avance. Ce qui fait que j'avais le temps de faire ce que j'avais à faire et répondre à des coups de téléphone un peu plus tard le soir, certes, mais au moins j'étais en avance. Je n'avais pas de retard, tu vois. Alors que quand tu travailles sur le marché européen et que tu es sur le continent nord-américain ou sud-américain, ça ne changerait pas grand-chose, tu es en retard. Et ça, c'est un truc que j'avais pris en compte, mais que je n'avais pas vécu réellement. Et du coup, je me levais le matin à Montréal à 6h30 du matin et il était déjà 12h30 en France et j'étais complètement déboussolé. J'ai jamais été aussi stressé et anxieux de toute ma vie. Parce qu'en plus de ça, si tu as suivi un peu les épopées avec Sync, on a rencontré quelques problèmes de formulation. Du coup, ça a été beaucoup de taf derrière pour remettre le tout à jour et avoir quelque chose de correct sur le marché. Et du coup, toi, tu te réveilles à 6h30, tu te fais défoncer, tu reçois plein de messages d'urgence en plus de ça. Donc, tu peux même pas chiller, tu vois, parce que dès le matin, en plus de ça, la dernière chose que tu as envie, c'est qu'on te stresse. J'ai vécu ça pendant 1 mois. Et c'est aussi pour ça que le voyage, il n'a pas duré plus d'1 mois. Parce qu'à la fin, je ne supportais plus la situation. Ça devenait beaucoup trop dur mentalement. Et j'ai pété un plomb, en fait. Et j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out qui m'était jamais arrivé. Et c'était une sensation dégueulasse, je t'avoue. Ce n'était pas un truc que j'ai vraiment kiffé. Mais je vais te dire ce que ça a engendré sur ma vie ensuite. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même approche. Grâce à ce burn-out, entre guillemets. Déjà, je choisis de partir aux États-Unis, au Canada. Je voulais toujours un peu voyager. Je voulais aller voir si potentiellement ça allait être ma cam que de vivre là-bas. Ça ne l'est pas. Voilà. Déjà, première expérience, je ne sais pas si tu as suivi, mais j'arrive à l'aéroport de Montréal. Ma valise n'est pas là. On me rassure tant bien que mal en me disant « T'inquiète gros, ta valise, on te la renvoie demain ou après-demain, mais no worries, ça arrive, t'inquiète. »
Et moi, j'avais mis un AirTag dans la valise. Et j'invite tout le monde à faire ça, même si je pensais que ça allait m'aider à la retrouver. Au final, ça m'a plutôt frustré de savoir là où elle est, mais de rien pouvoir faire. Et en fait, il s'avère que ma valise, elle s'est barrée au Mozambique. Alors, vraiment, j'ai pas envie de juger, mais les mecs qui mettent les valises dans les avions, ils sont cons ou quoi? Il y a des autocollants gigantesques sur la valise. Comment c'est possible qu'il y ait des erreurs? Moi, j'arrive jamais. Moi, ça me dépasse. Après, je suis sûrement pas assez renseigné sur la question, donc peut-être que je suis critique peut-être très vite, mais ça gonfle, tu vois. Et du coup, il se barre au Mozambique, parce qu'au départ, dis-toi bien que je suis parti de Lisbonne avec TAP Air Portugal, que je ne recommande vraiment pas. Je vais faire ma petite crise là tout de suite pour vous dire de boycotter TAP Air Portugal, parce qu'ils ont été d'un support exécrable, qui m'ont remboursé très peu par rapport à la valeur de la valise et à tout ce qu'ils m'ont fait perdre, et qu'ils ont été d'un support minimum nul, dégoûté. En fait, je ne revolerai jamais avec cette airline, donc c'est de la merde. Déjà, le vol de Lisbonne à Montréal, c'était dans un petit avion. J'ai jamais vu ça. Dans un long courrier comme ça, c'était un petit avion. Tu sais, normalement, quand tu prends un long courrier, il y a des sièges sur les côtés et il y a un gros amas de sièges au milieu, donc tu as 2 grosses allées. Là, dis-toi qu'il y avait 3 sièges à gauche, 3 sièges à droite et une allée au milieu. J'ai jamais vu une allée aussi petite. T'es claustrophobe, je pense que tu aurais très mal supporté le vol. J'étais contre le hublot, donc on avait des télés quand même, mais il y avait 3 sièges, on était collés les uns aux autres. Je te promets que je n'ai pas bougé de mon siège pendant 8 heures. Je n'ai pas bougé, je ne suis même pas allé pisser, rien, tellement j'étais saoulé, parce qu'à côté, il y avait des personnes qui n'étaient pas super minces. et du coup, je n'ai pas bougé. Et j'étais dégoûté. Déjà, mon expérience n'a pas été folle à ce niveau-là, mais en plus, quand on ne me retrouve pas ma valise, j'étais un peu dégoûté. Donc la valise est restée à Lisbonne, de ce que je vois sur le AirTag. Et le lendemain, elle se barre au Mozambique. Donc le Mozambique, si tu ne sais pas ce que c'est ni où c'est une ancienne colonie portugaise. C'est pour ça qu'il y a des vols depuis Lisbonne pour aller à Maputo, au Mozambique. C'est en Afrique du Sud, sur le côté est. C'est au bord de la mer, mais du côté est. Et forcément, je ne suis jamais allé là-bas. Et ma valise apparaît là-bas. Donc je dis, putain, ok. Je leur dis tout de suite au téléphone. Déjà, je passe des heures au téléphone, gros. Les premiers jours, c'est atroce parce que j'arrive, j'ai pas d'affaires, j'ai rien. J'ai réussi enfin à avoir quelqu'un. Ils me disent, ouais, vous inquiétez pas, tant que vous n'avez pas votre valise, vous avez un budget tous les jours pour vous racheter des vêtements et vos essentiels, surtout si vous venez d'arriver en vacances. Je dis, bah oui, c'est le cas, je suis là 1 mois et j'ai rien. Ok, pas de souci. Donc moi, je vais m'acheter des fringues, je vais chez Uniqlo, je dépense pas très cher. En plus, je fais pas le débile. Je suis quand même passé chez Lululemon pour m'acheter des fringues de sport, parce que Lululemon, certes, tu vas me dire, ouais, c'est cher, mais c'est canadien. Donc dis-toi que là-bas, c'est vachement moins cher. Donc ça vaut le coup d'acheter là-bas. Donc j'achète tout ça, je fais mes trucs. J'ai pas plus de nouvelles que ça. Et je regarde souvent le AirTag. Et un coup, le AirTag, je vois qu'il fait Maputo, Lisbonne. Donc il remonte à Lisbonne. Et là, je me dis, alléluia, ils se sont rendus compte de leur erreur. Ça y est, finalement, on est sorti d'affaire. Je rigole parce que, mec, imagine la situation, parce que tu sais ce qui va se passer après. C'est qu'elle reste à 24 heures à Lisbonne. Donc moi, je rappelle, je dis, ouais, allez, retourne à Lisbonne, blablabla. Ouais, ok, on fait passer les informations, parce que eux, s'il n'y avait pas eu le AirTag, ils partent du principe qu'ils ne savent pas. Ils n'en savent rien du tout où elle est ta valise. Mais dis-toi aussi qu'ils te font chier, ils te font perdre du temps à te faire un descriptif de tout ce qu'il y a dans ta valise, déjà. Et tu verras qu'en fait, ça n'a aucune importance. Ils te font ça pour faire comme si ils te considéraient un peu, mais réellement, ils n'en ont rien à foutre. 24 heures plus tard, la valise, elle refait Lisbonne, Maputo Airport, au Mozambique. Et là, je fais, mais non, c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, la valise ne bouge plus. Je donne les coordonnées exactes de la valise à tout le monde. Ils me disent, on a contacté Maputo Airport, on leur a tout donné les informations, les screenshots, tout ce qu'il y a. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Et là, je me dis, attends, alors, je pense qu'ils se foutent de ma gueule. Je pense qu'il y a en fait des mecs sur place qui se sont servis, très clairement, parce qu'ils ont la photo de ma valise. Je l'avais pris en photo avant et j'ai bien fait. Enfin, remarque, pourquoi faire ? Je leur ai donné toutes les informations, tout ce qu'il y avait dedans, etc. Ça n'a rien changé. Donc, dis-toi bien que là, ils te disent, en gros, on va la chercher 3 semaines, ta valise. Après 3 semaines, à partir du jour 21, si on ne la trouve pas, on la déclare comme perdue et voilà.
Et là, donc, je rappelle, je leur dis, ouais, vous m'aviez parlé d'un budget tous les jours. Ils me disent, oui, vous avez un budget entre 50 € et 70 € par jour pour vous racheter des vêtements et racheter ce qui manque, en attendant d'avoir votre valise. Et en fait, là, il y a une nuance. C'est que toi, tu te dis, OK, donc j'accumule. Donc, j'arrive au jour 21. Je me dis, j'ai accumulé entre 1000 et 1400 €, si tu fais les maths. Je me dis, bon, je peux me refaire une valise et puis ils vont me dédommager de la valise. Eh bien, au bout du jour 21, ils perdent ta valise. Ils te disent, ah bon, on va regarder ce qu'il y avait dans votre valise. Envoyez-nous aussi la liste des choses que vous avez achetées. Donc, je fais une liste hyper détaillée, mec. Je perds 2 heures là-dessus. J'envoie tout. Je me dis, au moins, je vais être clean. Ils vont m'aider. Eh ben non. Une fois qu'ils disent que ta valise est perdue, tout ce que tu t'es racheté, ils n'en ont plus rien à foutre. C'est, ah ben non, du coup, c'est juste, on vous dédommage la valise. On est désolé, voilà. Ils ne te filent même pas du crédit de vol, quoi que ce soit. Les messages, vraiment, il n'y a pas de considération. Et ça m'a dégoûté. Je me suis dit, mais plus jamais je volerai avec eux, tellement ils ont été misérables. Et là, du coup, je leur donne tout ce qu'il y avait dans la valise. Il y avait une valeur pour environ 3000 €. Et ils te disent, ah en gros, on est liable, donc en gros, au regard de la loi. Nous, c'est limité à 1500 balles. Donc, en gros, on n'ira pas plus loin que ça. Dis-toi bien qu'ils ont le droit de te dédommager davantage que ça, s'ils le souhaitent. Pour avoir un business, entre guillemets, je peux te dire que la customer loyalty, donc la loyauté, la fidélité client, c'est la base. Ça ne va pas te coûter grand-chose parce que si tu vas vraiment l'extra mile pour aider ton client, il va rester longtemps et il va en parler autour de lui et ça te sera bénéfique sur le long terme. Eux, ils ont fait tout l'inverse. Ils m'ont traité comme une merde. Ils m'ont proposé une solution de merde, sans autre alternative, en me disant qu'en fait, toutes les fringues que j'avais achetées avant, les couilles, c'est pour ma pomme. Et ils me remboursent en gros la moitié, grossièrement, de la valeur de ma valise. Dis-toi que j'avais dépensé 2000 balles pour me racheter le tout. Et il y avait 3000 € de valeur, en gros, dans la valise. Donc, j'ai perdu, en gros, 5000 balles. Bon. À part, sur faire une garde-robe, c'est quand même très fun. Ça fait du bien, c'était cool. Franchement, c'était cool. Shout out encore une fois à Muscle Republic. Tu vois, je suis en train de porter un de leurs débardeurs. Il m'a renvoyé un colis parce qu'il y avait beaucoup de mes fringues Muscle Republic qui étaient perdues dans la valise. Donc, il m'a refait un colis gratuitement qu'il m'a envoyé. Donc, trop bien. Donc, ça, si jamais vous voulez tester cette marque, c'est une marque comme Gymshark ou comme ce que vous voulez de gym, mais un peu plus lifestyle que moi. Je kiffe beaucoup les cuts, c'est australien. Et il y a un code promo, genre Quentin10, je crois que ça donne 10%. Bref. Donc de là, ils me proposent cette solution de merde. Je leur envoie un email en leur écrivant que leur stratégie, elle me paraît un peu short-sighted, du genre vous voyez que le court terme, mais dites-vous bien que vous allez plus y perdre en ne me dédommageant pas de par mon expérience. Moi, je vais en parler négativement, comme je suis en train de le faire là tout de suite. Alors que si vous alliez l'extra mile et que vous me dédommagiez un petit peu plus, je serais très content, je serais reconnaissant et au contraire, je vous recommanderais. Ils en ont eu rien à péter. Donc, tout ça pour vous dire, si jamais vous avez un problème avec TAP Air Portugal, ne vous attendez à rien. Je vous invite même à ne plus jamais voler avec eux. Comme ça fera un petit boycott et tant mieux. Après, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Mais moi, je ne revolerai plus avec eux parce que le risque est beaucoup trop important. Quand on se dit qu'on met un bagage en soute, on met un AirTag dedans et qu'ils ne sont pas capables de le retrouver, c'est d'une tristesse infernale. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, laisse-moi juste prendre une gorgée. Tu sais que marcher en même temps, ça fait du bien. Ça fait du bien, en vrai. Donc là, à partir de là, je ne suis pas encore trop en burn-out, tu vois. Je suis en train de gérer mes trucs et j'arrive un peu à travailler, mais ça reste compliqué. D'autant que je me dis, je vais partir au mois d'août, parce que le mois d'août, ça devrait être un peu plus calme. C'était sans compter les problèmes qu'on avait eus, bien entendu. Normalement, le mois d'août est relativement calme, mais là, ça ne l'était pas. On avait des urgences, évidemment. Il fallait reproduire, il fallait reformuler. Il y avait plein de trucs à faire. C'était dur. Tu travailles avec des nouveaux prestataires parce que tes anciens, ils ne te conviennent pas spécialement et tu fais... Et avec le décalage horaire, ça devient très compliqué de travailler et de jongler entre les différentes choses. Dis-toi qu'à partir de là, donc, je suis cofondateur de l'entreprise Sync qui me tient beaucoup à cœur et pour moi, ce sera toujours la priorité parce que c'est un énorme projet qu'on a démarré avec mon pote Kev en 2017. Ce sera toujours la plus grosse part du gâteau. Ensuite, à côté... il y a le Hybrid Pump, qui est un projet passion, qui était du coaching fitness, avec mon application que j'ai développée. Ça, c'est un autre truc. Mais l'application que j'ai développée, vous avez été beaucoup de coachs à me suivre et à me dire
ça serait vraiment cool en vrai qu'on puisse développer ce truc avec toi, entre guillemets, et puis qu'on puisse y avoir accès en tant que logiciel pour coacher nos propres clients. Et j'ai trouvé que c'était une idée exceptionnelle. Parce que là, tu rentres dans le business du service, du software as a service, donc du SaaS, qui sont les meilleurs business que tu puisses rêver d'avoir, mais qui sont évidemment pas évidents à monter. Si c'était facile, encore une fois, tout le monde le ferait. Donc j'ai ces 3 trucs sur lesquels je jongle. Après, il y a le podcast, c'est un petit peu. Instagram, c'est un petit peu. Mais Instagram, j'aime moins. Enfin, ça me saoule, en fait. Les réseaux sociaux, je te l'ai dit déjà 14 fois. Et plus je prends de l'âge, et moins j'ai envie d'y passer mon temps. Et à côté de ça, donc, tu te souviens que juste avant, j'étais sur une période de « Ok, je réouvre une chaîne YouTube. Je vais faire du contenu en plus. » En fait, c'est excitant de démarrer de nouvelles choses, mais quand tu dois tout gérer, tu te rends compte à quel point ton esprit, il n'est pas fait pour ça. Ton esprit, il est fait pour faire une seule chose, il n'est pas fait pour en faire 50. Et c'est extrêmement dur et du coup, tu consommes beaucoup, beaucoup d'énergie mentale quand tu switches entre toutes ces choses, surtout sur la même journée. Et c'est très dur. Et parce qu'on m'a déjà dit, ouais, tu devrais réserver une journée pour ça, une journée pour ci, une journée pour ça. J'ai essayé, c'est impossible. Parce que forcément, tu n'es pas tout seul dans tes business, surtout sur Sync, on est une grosse équipe. Donc, on m'envoie des messages tous les jours. Donc, je ne peux pas en fait dire, ah ben non, c'est que lundi et mardi. Aujourd'hui, on est mercredi, c'est mort. Bah, évidemment que non. En plus, j'aurais tout à y perdre que de ne pas être responsive à ce niveau-là. Donc, comme tu t'en doutes, ça ne fonctionne pas. Donc là, je sens que petit à petit, mon cerveau, il monte en saturation, tu vois. Mais c'est vraiment genre ça monte, jusqu'à un moment où tu deviens complètement inefficace et tu ne sais plus où tu habites. Tu es stressé tout le temps, tu es hyper anxieux, tu détestes ta vie en fait. Et je fais putain, attends, je suis pas en train de devenir dépressif. Et je pense pas, très clairement, je pense que c'est clairement ce qu'on appelle un burn-out. Et de là, il a fallu me poser les bonnes questions. C'est OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que mon identité, elle était aussi d'être un petit peu un voyageur. Tu sais, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'avais vécu aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Je partageais mon expérience, tout ça à travers le bodybuilding fonctionnel. J'aimais tout ça, c'était cool. Mais petit à petit, je perdais un peu de mon identité parce que il fallait que je me stabilise un jour. Et j'ai 34 ans, tu vois, et je ne me suis toujours pas stabilisé. Et il y a aussi le fait que j'étais un peu le fitness guy aussi. Fitness, fit, tout ça. Taillé, ce que tu veux. Mais il y a quelques mois, je me suis fait opérer d'une hernie inguinale, si tu as suivi. Horrible expérience. Et j'ai toujours mal et ça fait 4 mois, tu vois, et je ne suis pas revenu du tout. Et j'ai pris 5 kilos de gras en plus de ça. Parce que forcément, ton mental va un peu moins bien. J'ai pas d'excuses, tu vois, encore une fois, mais j'ai pris du gras et c'est une réalité. Et je me kiffe plus torse nu en face du miroir, tu vois. Et ça, c'est un challenge maintenant, c'est de se dire, OK, je retape une diète et je vais me shredder. C'est ce que je suis en train de faire là en ce moment. Là, je suis parti à retraquer mes calories, chose que je n'avais pas faite depuis longtemps. Et on est reparti, en fait. Mais tu vois, petit à petit, je sens que ça s'accumule parce que moi, j'étais parti à Montréal dans cet esprit un peu, OK, je vais travailler un peu, mais j'ai envie de vraiment profiter de ce nouveau continent, de ce nouveau pays que je ne connais pas. Et ça va être cool. Et au final, je ressentais tellement de pression de venir de l'Europe que je n'arrivais pas à kiffer ma life. Et ça, c'était compliqué à encaisser, tu vois. Donc au début, je fais Montréal, je fais 2 semaines. Parce que je n'avais pas trop prévu de choses, je n'avais rien booké sur place. Encore, j'étais chez mes amis Anto et Jen, que je remercie encore infiniment. Pour moi, c'est des vrais amis que je connais depuis presque 20 ans, maintenant 15 ans. Parce que Anto, tu l'as vu dans le podcast précédent, et sa femme, elle était en cours avec moi en fait. Donc c'est génial, c'est un peu ma belle-sœur, tu vois. Donc c'est vraiment cool. Donc j'apprécie énormément, je suis resté avec eux, c'était cool parce qu'on ne se voit jamais du coup. Rester avec eux, c'était top. Par contre, dès que je commençais à partir, donc j'ai voulu retourner à New York, 11 ans plus tard, mec, tu sais que j'ai vécu à New York en 2013, et là, en 2024, j'y retourne enfin pour la première fois. Donc, c'était une expérience de fou, forcément, comme tu t'en doutes. 11 ans plus tard, boum, truc de malade. C'est magique pour moi. J'arrive là-bas, c'est magique, je prends un hôtel sur la 5e avenue. D'ailleurs, je vous le conseille parce qu'il n'était pas très cher. C'était pas un hôtel de fou. Je ne sais plus combien il y a d'étoiles. Pas des masses, mais c'était clean. Hein, tu vois, en fait, tu as l'hôtel juste en dessous du Empire State Building, sur la 5e avenue et au croisement de la 35e rue. Retiens bien ça, il s'appelle le U Hotel, je crois. Donc, c'est un Y, n'importe quoi. Quand je te dis le U, c'est pas Y-O-U, c'est U, c'est juste U. The U Hotel, Fifth, tu vois, ça s'appelle comme ça, je crois. Et c'est un hôtel où tu as juste une réception. Et après, tu prends l'ascenseur et tu montes à ta chambre. Il n'y a pas de resto, ce que tu veux. C'est simple. Mais quand tu es à New York, tu t'en bats les couilles. Tu ne veux pas rester à l'hôtel. Et les chambres sont super clean. Et de ma fenêtre, j'avais la vue sur l'Empire State Building. Donc, j'étais super content parce que New York City, c'est cher, mec. Et là, c'était un des moins chers.
que j'ai pu trouver en termes de rapport qualité-prix. Évidemment, je n'avais pas envie d'être dans un hostel avec 15 personnes dans la même chambre. Et c'était une super expérience. Donc celui-là, pour le coup, et le staff était incroyable. Donc celui-là, je ne peux que vous le recommander. Je n'ai pas de code promo, malheureusement, pour l'hôtel, mais c'est un truc à faire. Bon, il y a un point quand même sur lequel je veux appuyer. Je retourne aux États-Unis, je me rends compte à quel point les Américains moyens sont teuteux. Le customs. Alors, customs, c'est donc la douane. Tu connais les expériences avec la douane américaine. C'est un autre niveau. Ils sont teubés. Ils sont là pour t'emmerder, c'est ridicule. Sauf que quand tu viens de Montréal, la douane américaine, tu la passes à Montréal. Et mec, la queue était tellement longue, parce que ce qui se passe, c'est que le nombre d'agents est déterminé par... comment t'appelles ça ? L'ambassade. Voilà, l'ambassade américaine au Canada. Donc, c'est eux qui donnent un nombre d'agents par jour. Et là, il y en avait très peu. Donc, la file d'attente avançait très peu vite. Et pourtant, j'étais venu 2 heures avant de prendre mon vol. Bah, dis-toi que j'ai failli le rater. Tellement ça n'avançait pas. Du coup, j'étais overstressé. Je me suis dit, j'ai pas envie de rater mon vol, ça fait chier, putain, juste pour ça. En plus, je suis arrivé 2 heures à l'avance, c'est dégueulasse. Et je demande un peu à la femme qui tourne dans les files d'attente et je lui explique. Je lui dis, attends, mon vol, il est à telle heure. Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils vont nous attendre ? Elle me dit non. Je dis, mais attendez, mais là, c'est pas notre faute, quoi. Et elle me dit, ouais, je sais, mais c'est l'ambassade américaine, machin. Je dis, putain. Donc, ça me fatigue. Hein. Je t'avoue qu'intérieurement, je boue fort. J'ai la haine, je fais putain, c'est pas possible. Donc je m'en prends à personne parce que je me dis si j'arrive devant l'agent et que j'ai la haine, je vais rentrer chez moi. Et là, j'arrive devant l'agent. Je suis en débardeur avec mon sac à dos. Il me dit, tu vas où ? Je dis, New York, combien de temps ? 5 jours, tu vas faire quoi ? Je dis, je vais voir un match des New York Jets. Ok. Donc là, tu sais, il est cool le mec, il fait pas trop chier. Et là, il regarde mon bras qui est en train d'être détatoué. Tu connais. Donc on voit plus grand chose aujourd'hui, mais on voit quand même. Il me dit, c'est quoi ton bras pourquoi tu fais enlever ? C'est quoi que tu faisais enlever ? Vas-y, explique-moi. Et là, je fais, mais il est pas sérieux. Je sais pas s'il s'est dit, le mec, il a genre des tatouages de gang et il veut les faire disparaître. Mais j'ai halluciné. Je lui dis, mais quel enculé, c'est pas possible. Et je vois l'heure qui tourne et tout. Je lui explique vite fait. Je lui dis, écoute, tu sais, j'avais pas envie de lui dire, tu me casses les couilles, parce qu'il m'aurait dit, ah ouais, bah tu vas retourner à l'arrière de la queue. Parce que ces mecs-là, ils sont cons. C'est comme les videurs. Ils savent qu'ils ont le pouvoir. Du coup, ils te parlent comme un chien. Et ils en ont rien à foutre parce qu'ils ont le pouvoir. Du coup, tu es obligé d'être un peu une bitch et de te taire et de te dire non, mais voilà, hein, c'est tout ce que je déteste faire, mais tu n'as pas le choix. C'est le monde dans lequel on vit. Donc, du coup, de là, il me laisse passer ce salopard. Mais voilà, c'était juste, j'ai réussi à prendre l'avion, mais je suis arrivé limite, tu vois. Mais bon, anyways, c'est l'expérience des douanes américaines. C'est toujours comme ça, de toute façon. Enfin, les mecs, je comprends pas pourquoi ils sont comme ça. Mais c'est too much. Parce que la douane canadienne, mon pote à côté, c'est des crèmes de chez crème. Je m'étais dit au début, peut-être qu'ils sont un peu chiants comme les US. Pas du tout. Pas du tout. Vas-y, salut, qu'est-ce que tu viens faire ici, là ? Bah, je viens chez des amis. Je suis jamais venu ici. Je me fais marrer tout seul. Cet accent, il me fume, moi, j'adore. Et vas-y, c'est bon, tu peux passer, là. Je dis, ah putain, génial. Tu vois, ils m'ont régalé. En vrai, ils m'ont régalé parce que de BMO, là, je passe du coq à l'âne, mais je repasse du côté Canada. Et les gens à Montréal, c'est des crèmes. En vrai, j'ai pas eu de mauvaise expérience avec des gens. Ils sont très sympas. Après, il y a quand même, j'ai remarqué l'over-hype des gens, l'over-gentillesse, comme aux États-Unis, que tu sens qui n'est pas authentique. Ça, c'est réel, mais c'est américain, je pense. C'est un peu dommage. Mais c'est ce que c'est comme ça. Mais pour le coup, moi, j'ai bien apprécié quand même. Néanmoins, tu vois, il y a des downsides de ouf. C'est que Montréal, moi, ça m'a pas fait rêver du tout. Et je ne comprends pas aujourd'hui encore tous les Français qui décident d'y aller. Enfin, je comprends qu'ils veulent partir sur le continent américain et qui potentiellement ne parlent pas bien anglais, donc se disent que ça va être un peu safe de parler français là-bas. Et c'est vrai, parce qu'il y a des Français de partout. Et c'est vrai que tu as une expérience américaine quand tu es à Montréal, en vrai. C'est comme les US, c'est pareil. C'est une ville hyper étendue. Tu es obligé d'avoir une voiture. Moi, j'aime pas trop ça. En vrai. Je préfère pouvoir me balader, tout ça. Et il y a quand même des ruelles où tu peux te balader à Montréal, ce qui est assez exceptionnel pour les US, enfin, entre guillemets, les US, les Amériques, parce que généralement, les villes sont gigantesques et tu es tout le temps en bagnole, où tu marches un peu dans le centre-ville, mais pas trop non plus, quoi. Parce qu'après, je suis allé à Toronto et je t'expliquerai que c'est complètement différent. Et donc, Montréal, c'est quand même européanisé. Tu vois, ils essayent. Tu sens qu'il y a une vibe un peu, on aime bien ce qui se passe en Europe, on ne veut pas trop être comme les US. Et ça, j'apprécie, tu vois, c'est cool. Mais c'est vraiment pas un endroit où moi, personnellement, je pourrais vivre.
Déjà, les gyms sont éclatés. Mais ça, vraiment, ça m'a choqué. Tu vois, je me suis dit, les gyms, ça va être un truc de fou furieux si c'est comme en Australie, tout récent, machin. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils sont bloqués dans le passé. Ils sont bloqués au stade bodybuilding. Après, tu as des CrossFit gyms. Je ne suis pas allé voir, mais il y en a. Mais sinon, les gyms normaux, c'est du bodybuilding. Tu vas dans un gym, tu as les Pro Gym Montréal, les trucs, c'est gigantesque. Mais c'est que des gyms bodybuilding, avec des nouvelles machines, tout ce que tu veux. Mais c'est que des bodybuilders chargés partout, partout, partout. Je suis putain, mais en fait... on a une longueur d'avance en Europe. J'ai l'impression qu'on a plus de finesse, nous, tu vois, dans notre approche. Et il n'y a pas du tout la même chose là-bas. Et ça m'a vraiment étonné. Hein. Je me suis dit, putain, la vache, en fait, rien à voir. Rien à voir. Mais c'était du coup, voilà, le petit aperçu. Et il y a un autre truc qui m'a vraiment saoulé, c'est que c'est extrêmement woke comme ville. Tu vois du LGBT partout. Encore une fois, tu vois, moi, j'ai rien contre personne. Tu peux être trans, tu peux être bi, je m'en fous. Moi, ce qui m'agace, c'est que ta sexualité, tu veuilles absolument que je la connaisse. Tu veux absolument que j'acknowledge, que je reconnaisse le fait que tu veux changer de sexe ou quoi. Je m'en fous. Tu sais, je m'en fous en fait. Et quand je voyais des magasins comme Lululemon qui à l'entrée mettent des drapeaux LGBT partout, genre on est inclusif ici, machin. Mais en fait, moi, je comprends pas. Tu vois, ça me dépasse. On devrait être tolérant de tout le monde, oui, certes, mais on n'est pas obligé de l'afficher partout. Tu ne peux pas aussi mettre un badge avec tes pronoms, tu vois. Et j'ai entendu que ça se faisait. Mais tu vois, ça me dépasse. Moi, je ne peux pas. Quand à tous les coins de rue, tu as des drapeaux LGBT, tu as des panneaux publicitaires, c'est vraiment... Enfin, moi, je ne peux pas. Je suis désolé. Mais ça n'a rien de misogyne ou de homophobe, tu vois. Et c'est toujours pareil, ça, les gens qui font partie de ce mouvement, qui sont très agressifs, et qui, eux, vont te dire que tu es un homophobe ou quoi. Mais les gars, calmez-vous, tu vois, c'est vraiment pas le cas. C'est juste qu'en tant que blanc hétéro, je dis blanc, c'est pas pour rien, parce que maintenant, j'ai vu qu'il y avait des changements, des adaptations sur ce drapeau LGBT, où parfois, il y avait aussi le Black Lives Matter qui était mis dessus. Et j'étais comme, mais les gars, calmez-vous. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'ennemi public numéro 1, c'est l'hétéro homme blanc. Parce que lui, il n'a pas son drapeau. Mais tous les autres, ils en ont. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a attristé, mec. Et j'ai dit, mais vous allez trop loin, en fait. Et je me rends compte qu'on est dans une société malade. Les gens deviennent tarés, tout simplement parce qu'ils n'ont plus peur de mourir de faim. Aujourd'hui, on ne chasse plus pour aller manger. Du coup, on se pose des questions qu'on ne devrait jamais avoir à se poser. Mais bref, ça, c'est vraiment l'aparté. Parce que tu vois, genre en Espagne, ici, je suis revenu à Valencia, il n'y a pas tout ça. Et moi, je préfère. Mais encore une fois, c'est subjectif. Mais ça a été un des côtés que j'ai vraiment pas aimé de Montréal, pour le coup. Ça m'a beaucoup déçu. Mais à côté de ça, je passe 2 semaines là-bas, donc ça se passe plutôt bien. Mais je suis pas hyper... Au niveau business, je me sens pas bien. Tu vois, je suis quand même très stressé. Tu as peut-être remarqué qu'à cette période-là, je postais très peu sur les réseaux sociaux. Je faisais pas de podcast ni rien. Pourtant, j'ai apporté ma caméra, mes micros, tout ça. Je pensais en faire. Mais j'avais zéro inspiration. J'avais envie d'essayer de respirer, de réflecter, de faire une introspection supplémentaire et de me dire, OK, là, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, je devrais être heureux, et qu'est-ce qui fait que je ne le suis pas? Et donc là, je pars à New York, ça se passe super bien, je vais voir un match des New York Jets, mec, c'était une dinguerie. Enfin, ça, c'était pour moi ma highlight du trip de New York. J'ai adoré, j'avais des super places, une super place, j'étais tout devant, et c'était vraiment cool. Je suis allé courir à Central Park, même si ma hernie m'a dit, nique ta race, tu cours pas aujourd'hui, ça fait mal. C'était le feu. J'ai passé 5 jours de folie à New York, mais j'étais tout seul en vrai. Et ça, c'est vraiment un truc qui, overall, mon trip, je l'ai adoré. Mais le fait de le passer tout seul, c'est là où tu te rends compte qu'en vrai, on est des créatures de connexion et on a besoin de relations en fait, que ce soit des amis ou des relations amoureuses ou quoi. Mais tu vois, là, je me suis dit, à chaque fois que j'étais dans un event comme ça, quand je suis parti à New York 5 jours tout seul, je me suis dit, ça aurait été 14 fois mieux de partager ça avec la fille que j'aime, par exemple. Et j'étais, putain, mais c'est vraiment... ça apporte de la tristesse à ce message, mais c'est une réalité aussi. C'est que c'est cool de voyager, de faire plein de trucs comme ça tout seul en solo, mais il y a un moment où tu as un stop, surtout là. Tu sais, si j'avais 24 ans, je serais peut-être pas là, je te tiendrais peut-être pas le même discours. Mais à 34, je me suis quand même dit, putain, c'est dommage. Tu vois, quand je voyais le match des Jets, il n'y a personne qui était venu tout seul. Tout le monde était venu avec quelqu'un, ils discutaient, machin, et moi j'étais là seul tout. C'était cool, mais j'aurais aimé le partager avec quelqu'un. Et c'est pareil après, tu vois, je rentre à Montréal, donc je revois mes amis, c'est trop bien, je me fais teindre les cheveux en blond, on rigole, machin.
Et la semaine d'après, je décide d'aller à Toronto. Parce qu'au départ, mon trip, il devait durer plus longtemps. Il devait durer un mois de plus et je devais aller au Texas parce que je voulais aller voir l'humoriste Kevin Hart au Texas le 24 septembre. Et je me dis, putain, ça fait chier parce que je sens que j'ai beaucoup trop de stress. Je n'avais pas encore pris ma place, heureusement. Et je me dis, c'est pas possible que je reste autant de temps sur le territoire américain parce qu'en plus, au Texas, tu as 1 heure de moins encore. Donc, tu es à moins 7 heures. Donc, c'est encore plus compliqué. Donc, j'étais comme, putain, merde, c'est chaud. Et du coup, je regarde un peu Kevin Hart, où est-ce qu'il passe, et je vois qu'il passe le 6 septembre. C'était le 6 septembre ? Ouais, c'était le 6 septembre, à Toronto. Et je me dis, mais attends, c'est à côté, je suis con, je vais faire ça à la place. Du coup, je book mon truc, je pars 4 jours à Toronto. Donc cette fois, je prends même pas un hôtel. Je me dis, j'y vais vraiment pas cher du tout, comme ça, je reste pas à l'hôtel. Je loue une chambre dans un appartement, chez un Indien, pas loin du centre-ville. Très bien. Je prends ça, ça m'a coûté peut-être 200 et quelques euros pour 3 nuits, je crois. Donc c'était pas très cher. Compare pas avec la France ou l'Espagne ou quoi. Hein. Ça faisait comme 80 euros la nuit dans une chambre louée dans un appart. On est d'accord que c'est hors de prix. Mais pour là-bas, c'était vraiment pas cher. Si tu prenais une nuit d'hôtel, c'était au moins 300-400 balles, tu vois, donc rien à voir. Mais là-bas, au moins, je me dis, Toronto, nouvelle XP, on fait c'est un vol domestique. Donc il n'y aura pas de douane, il n'y aura rien de tout ça, on m'emmerdera pas. Et tu vois, Toronto, j'arrive en centre-ville de Toronto et je me dis, c'est quand même très, très, très stylé, Toronto. Si tu es déjà allé, tu pourras sûrement valider les dires, mais Toronto, c'est stylé, mec. C'est un New York City-like, en fait. C'est la même chose, mais en un peu plus petit et à la canadienne. Mais c'est au bord de l'eau. Ça me fait penser fort à Sydney, d'ailleurs. Mais Sydney a un climat 10 fois meilleur, donc c'est incomparable. Mais sinon, à côté de ça, la ville est très jolie. C'est très corporate. Je sais pas, après, je m'étais dit, si je devais vivre au Canada, je pense que je préférerais vivre à Toronto. D'autant plus que c'est anglo-saxon. Mais moi, l'accent canadien anglo-saxon et l'accent américain, je ne sais pas faire la différence, moi. Et elle est subtile. Il y a des gens qui vont te dire, ouais, c'est le OU qui prononce un peu différemment. Moi, je ne l'ai pas détecté. Mais bref, du coup, j'avais l'impression d'être aux US. Tu arrives là-bas, tu parles avec des Américains, en fait. Tout le monde parle anglais. La ville, elle ressemble à New York. Tu te dis, mais en fait, je suis aux US. Trop bien. Donc là, j'avais 3-4 jours, donc j'ai dû aller vite sur mes choses à faire. Encore une fois, j'allais être tout seul, mais je le savais, donc je vais au bout des choses. Je vais faire les chutes du Niagara. Génial. Ça vaut le coup d'œil. Après, j'ai passé... Le problème, c'est que pour y aller, il faut prendre un bus pendant 2 heures. Et après, il faut reprendre un bus le retour. Mais du coup, tu ne sais pas combien de temps vraiment tu vas kiffer ta life là-bas. Et tu prends un bus, généralement, tu te dis, je ne vais pas le prendre trop tôt, je vais plutôt le prendre un peu plus tard. Mais tu te rends compte que tu fais vite rien, en fait. Parce qu'autour des chutes, qui sont très, très, très belles, il n'y a rien. Il y a une ville qui ressemble à Las Vegas. Mais c'est glauque, mec. Mais c'est d'un glauque. Ça m'a fait penser à... si tu jouais à Call of Duty Zombie, il y en a un, je ne sais plus lequel, où tu joues dans un parc d'attractions dans les années 80 avec des zombies et les clowns. Là. Pareil, même vibe. Bon, j'aurais kiffé qu'il y ait des zombies et des flingues, tu vois, mais ce n'était pas le cas, donc c'était moins drôle. Mais la même chose, mec, des salles d'arcade à l'ancienne avec la moitié des machines qui ne marchent pas, tout un décor fake, plastique. J'ai pas du tout aimé. Tu vois, c'est une horreur, je me sentais mal à l'aise là-bas, tu vois. Mais bon, je fais mon truc, mais après, du coup, je rouillais, en fait. Je tournais en rond parce que je savais plus quoi faire. J'avais un peu tout fait les attractions, les machins, je me faisais chier. Je sais putain. Et en fait, j'ai tourné jusqu'à enfin reprendre mon bus et rentrer vite à Toronto. Donc, c'est à faire. Je pense qu'il vaut mieux être avec des potes ou avec ton ou ta conjointe que tout seul, parce que pour le coup, tu rouilles vraiment. Pour ça, tu rouilles vraiment. Et ça, c'est un peu dommage. Mais à côté de ça, donc je rentre après... Gros, je fais Kevin Hart. Alors ça, c'était la plus grosse dinguerie du siècle. Parce que, bon, déjà, tu ne pouvais pas avoir ton téléphone. Donc c'est aussi pour ça que j'ai vraiment... Si tu as suivi mes stories, j'ai rien partagé là-dessus parce que je ne pouvais pas. Tu rentres, on te met ton téléphone dans une petite pochette et tu ne peux pas l'utiliser de la soirée. La pochette, on te la décile à la fin quand tu t'en vas. Mais du coup, tu n'as pas de téléphone, ça fait trop bizarre parce que, surtout quand tu es tout seul, tu te dis, je vais utiliser mon téléphone. Non, là, tu n'utilises pas ton téléphone. Mais j'y suis allé en avance. J'avais acheté une place super chère entre nous. J'ai payé $300 américains, ce qui fait à peu près 300 euros pour la place. Je me suis dit, j'ai vraiment envie d'avoir une bonne place. C'est Kevin Hart. Enfin, si tu as vu ces spectacles sur Netflix, c'est un kiff. Moi, il me fend la gueule, c'est génial, je rigole. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'aille le voir. Et du coup, j'avais une place tout devant. Donc, il était devant ma gueule, c'était exceptionnel. Exceptionnel, mec.
Enfin, je sais pas quoi te dire là-dessus, mais c'était une expérience de fou. Mais encore une fois, tu vois, juste à ma gauche, tu avais un couple. Juste à ma droite, il y avait un couple. J'étais encore seul tout. C'était le seul moment de tristesse, tu vois, de me dire, putain, c'est dommage. Parce qu'en plus de ça, tu sais, quand tu as ton téléphone, tu te dis, bah, je vais je vais partager des stories, tu vois, histoire de me sentir moins seul. Ça, les gens vont pouvoir voir ce que je fais, etc. Et en vrai, les stories, c'est ça. Hein. Grossièrement, c'est parce qu'on se sent seul et qu'on a envie de poster pour montrer au monde ce qu'on fait, pour qu'on ait un peu la validation des gens, de se dire, ouais, regarde, sa vie, elle est trop bien. Grossièrement, je pense que c'est un peu un raccourci, mais il y a un peu de ça. Et là, je ne pouvais même pas le faire. Donc, c'était un peu triste. Cependant, il y a une petite anecdote sur les gens qui sont obèses. Parce que, comme tu peux t'en douter, aux États-Unis et au Canada, il y en a beaucoup. Et c'est une normalité. Et qu'on en arrive à appeler les gens grossophobes quand ça les agace, moi, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, quand ça les agace, attention. Par exemple, au spectacle, à ma gauche, il y avait une nana qui était obèse. Donc, elle prenait beaucoup de place. Et là, elle nous demande, à tous les gens à ma droite et à moi, de nous pousser un petit peu. Est-ce qu'on peut pousser un peu les chaises, machin? On lui fait, bah écoute, non, les chaises, elles sont collées les unes aux autres, on peut rien faire. Et là, elle est genre saoulée. Elle se permet de souffler et de dire, putain, ça va être trop chiant. Et là, j'hallucine, je fais, mais tu devrais plutôt t'excuser auprès de nous d'être comme tu es. De te dire, je suis désolé, je suis mal à l'aise, je suis un peu obèse, j'essaie de faire quelque chose là-dessus. Mais clairement, elle n'en avait rien à foutre. Elle bouffait des Doritos, elle était énorme et elle se plaignait encore d'être trop près de nous, tu vois. Ça, pour le coup, moi, je ne supporte pas. Ce n'est absolument pas normal. Déjà, tu as une santé dégueulasse, mais que tu te permettes d'avoir la haine auprès de nous parce qu'on est trop près de toi, mais qu'on n'a pas le choix, parce que tu prends trop de place, ça, je peux pas. Mais c'était la petite anecdote, parce qu'il y en a des comme ça, avec des gens obèses. Et je t'avoue que c'est chaud, et moi, je comprends pas. En fait, j'ai failli faire un réel sur un truc comme dans l'avion avec une nana qui est vraiment très très large, qui prend 3 sièges, mais je me suis dit je vais pas le faire, je vais me faire taper dessus et on va me traiter de grossophobe. Alors que non, dans le fond, surtout quand on est coach, on se dit mais on aimerait t'aider au contraire à être en meilleure santé, tu vois, et à prendre moins de place dans l'avion. Parce que figure-toi qu'au retour de Toronto, parce que j'ai passé que 3 jours, donc c'est passé très très vite. Et je rentrais à Toronto, enfin de Toronto, je rentrais à Montréal, et ensuite le lendemain, je repartais en Europe. C'était fini. Tu vois, j'avais raccourci le plus court possible. Donc je suis arrivé le 6 août et je suis reparti le 8 septembre. J'ai fait juste un mois parce que je me sentais horriblement mal et qu'il y avait besoin d'une introspection. Et dans l'avion, mec, dans l'avion de Toronto à Montréal, il y a un mec qui devait faire 150 kilos. Mais tu sais, pas musclé, mais large de chez large de graisse. Et moi, on était... tu sais, c'est des petits avions, mec. Il n'y a que 2 places et 2 places. Et là, moi, je suis sur le hublot et je vois que ma place côté aller, elle est disponible. Et je vois un mec, il fait donc 150 plus kilos et il s'avance. Et il s'avance, il se rapproche de moi et je fais non, quand même, non, tu peux pas me faire ça, gros. Et non, du coup, il s'est assis 3 rangs derrière moi et là, j'ai soufflé, mec. Oh là là, j'ai vu la personne qui était à côté de lui, par contre, qui était en PLS. Mais j'étais, hell yeah, man. Finalement, il y avait personne à côté de moi, c'était encore mieux. Mais tu vois, et je comprends. Après, je le juge pas, parce que peut-être que lui, il est mal dans sa peau et qu'il se sent mal de même s'asseoir dans l'avion et de se dire, je sais que je vais faire chier la personne à côté de moi, et c'est possible. C'est possible. Je sais pas, j'ai pas parlé avec lui comme celle au spectacle, tu vois, donc j'ai pas envie de juger non plus. Je suis pas là pour ça. Et c'est juste, ça m'a attristé. Je fais putain, mais les gars, mais faites un effort, parce que quand on est vraiment obèse comme ça, c'est qu'on le veut être comme ça, parce que tu fais un minimum de sport, minimum d'activité non sédentaire. Mais tu perds vite du poids parce que tu es tellement en obésité morbide que ton corps il va brûler beaucoup plus vite que ce que tu penses, mec. Si tu vas marcher tous les jours, 1 demi-heure en plus de ce que tu fais aujourd'hui, mais tu vas perdre tellement de poids. Mais bref, c'est pas de la hate, mais c'est un constat réel de ce qui se passait, tu vois. C'était un constat. Et du coup, à partir de là, mon trip s'achève. C'était quand même vraiment cool parce que j'ai eu des super expériences, même si j'étais stressé tout le long. J'ai pu voir mes amis de France, mais j'ai pu aussi voir mes amis du Canada, avec qui tu as dû me voir apparaître comme Sam, par exemple. Ça m'a fait trop plaisir, parce qu'il m'a présenté à sa femme, à ses enfants, et je ne les avais jamais vus, tu vois, je les connaissais de la distance, mais on ne s'était jamais vus en vrai.
Il y a mon pote Karl aussi, qui est créateur de la marque Invictus, des gants de football américain, que j'avais rencontré l'année dernière au magasin Spiral Football à Lyon par le plus grand des hasards. Il était là une journée et moi aussi, et on est tombé sur la même journée et on est devenus potes. Et il s'avère qu'il vivait à 20 minutes à pied de chez mon pote à Montréal. C'est extraordinaire, tu vois. Extraordinaire, Pélo. Enfin, moi, ça m'a fait... C'était trop cool et j'ai connecté avec ces gars-là et tu vois que c'est pas du fake. Et ça fait plaisir. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur que de rencontrer des vrais Québécois et développer une vraie amitié avec eux parce que je sais à quel point les Français galèrent à avoir des amis là-bas. Tu vois, Anto, il t'en parlait dans l'épisode précédent. Il disait que c'était vraiment pas facile. Et c'est vrai que mon approche du fait que j'ai beaucoup voyagé fait que je m'intègre aussi plus facilement. Je fais beaucoup de franglais et ils aiment ça, tu vois. Et du coup, plus facilement, sans avoir un accent québécois, je passe bien avec eux. Mais encore une fois, tu passes bien avec une certaine partie de la population. Les locaux québécois qui n'ont jamais bougé de leur vie, que tu fasses des anglicismes, eux, ils s'en foutent en fait. Ce ne sera pas du tout la même connexion. Mais du coup, je me suis fait des potes comme ça et c'est génial. Je suis super content. Je regrette absolument pas l'expérience. Je suis content de l'avoir raccourci, mais ça m'a fait prendre compte des choses quand je suis rentré, de me dire, OK, maintenant, il faut faire du changement parce qu'il faut arrêter de bouger. Tu te rends compte à quel point ça t'impacte mentalement. Ta charge mentale, elle explose. Ton travail, il est très dur à effectuer parce que tu es tout le temps en mouvement. C'est difficile d'être stable. Du coup, tu es dans une peur, tu es dans un scarcity tout le temps. Il faut arrêter. Et c'est là où je me suis dit, tu sais quoi, je retourne à Valencia, je me stabilise. Et là, tu vois, aujourd'hui, tu reconnais peut-être le background, même si j'ai changé de setup parce que j'ai mis un bureau debout ici, alors qu'avant, il n'y en avait pas. J'étais assis sur la table que tu vois derrière. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû enlever les trucs de la table parce que ça fait dégueulasse. Mais bon, écoute, it is what it is. Tant pis, c'est un peu trop tard. On est déjà à 45 minutes in. Et je me suis dit, je vais reprendre le même appart si je peux. Parce que le mec m'a dit, ouais, il est dispo à partir du 21 septembre. Moi, je suis arrivé le 16. J'ai créché chez mon pote Guillaume. Jusque-là, heureusement, ça a été dur parce que lui, son appart, il en fait un Airbnb. Du coup, il y a des gens qui viennent et qui partent tous les jours. Et nous, on dormait sur son canapé, en fait. Donc, c'était assez compliqué pendant 5 jours. Mais je lui en suis hyper reconnaissant parce que ça ne m'a pas coûté un dime. Je n'ai pas loué un hôtel ou quoi. Et j'ai quand même pu bosser relativement bien. Et d'autant plus que j'étais sur le même fuseau horaire. Et c'est là où tu vois toute la différence. J'avais beau avoir de la stabilité au Québec. Le fait d'être à 6 heures en arrière, ça rend les choses extrêmement compliquées pour travailler avec la France. Donc, c'est pas à refaire. Tu vois, c'est des choses comme ça, c'est pas à refaire. Tu sais, c'est voilà. Et du coup, ça m'a amené à réfléchir. Attends, j'ai soif. Et c'est pas des bonnes nouvelles pour tout le monde. Enfin, c'est pas que c'est pas des bonnes nouvelles pour tout le monde, mais pour mon bien-être mental, il a fallu que je me refocalise. Parce qu'il y a une citation qui est extrêmement vraie, qui s'appelle « Less is more ». Moins, c'est plus. Et je me suis rendu compte que j'additionnais les choses et qu'au final, quand tu essaies de faire plein de choses, tu fais rien de bien. Tu as envie de faire... C'est excitant. C'était comme quand j'étais arrivé l'année dernière et que je m'étais dit « je vais faire de la guitare, je vais faire de la danse, du foot américain, du machin, du truc ». Et j'ai pété un plomb très vite. C'est pareil, mais au niveau business, donc c'est encore pire. Et il a fallu que je revoie mes priorités. Et du coup, aujourd'hui, ma vraie priorité, c'est Sync. Comme tu peux t'en douter, c'est l'entreprise qui a le plus de potentiel, l'entreprise qui a le plus d'ancienneté, celle avec laquelle je travaille en équipe. Et c'est celle qui a le plus, je ne sais pas si j'ai dit potentiel, mais c'est celle qui, en tout cas, est amenée à être revendue un jour. Donc, c'est une boîte sur laquelle on capitalise. Ensuite, tu as le software. Donc, le software qui me prend... pas beaucoup de temps, mais sur lequel je prends beaucoup de plaisir, si tu veux, parce que j'ai réussi à... Je vais vous parler rapidement de ça, mais j'ai eu un deal avec les développeurs qui développaient mon appli. Je leur ai proposé le projet de dire, ça vous dit de développer un software pour le marché français, parce qu'il n'y a pas grand-chose réellement entre toi et moi, qui pourrait du coup combler un vide et qui pourrait être une super idée de business potentiellement. Et ils étaient hyper chauds, ils me font une proposition, et ils me disent à combien est-ce que ça va coûter de développement pour eux, en Ukraine. Si c'était en France, je ne te laisse même pas imaginer le tarif. Tu fais généralement entre x2,5 et x3. Mais en termes de coût pour eux, c'est ça que je veux dire. C'est que s'ils me le facturaient, c'était plus cher. Donc, ils m'estiment $100 000 de développement, $100 000 américains. S'ils me l'avaient facturé, ils se seraient pris une marge, donc ils auraient facturé au moins 150 000. Si tu vois ça en France, pour développer un software de la sorte,
avec la même puissance, ce serait bien 400 000 euros. Comme tu peux t'en douter, ce n'est pas accessible pour moi. Et là, en fait, ce qu'ils m'ont proposé, c'est eux de prendre en charge absolument tous les coûts contre une partie du profit. Ce qui est totalement légitime, parce qu'ils croient en mon projet. Mais le fait qu'eux aient des billes dedans, ça les rend d'autant plus fiables, parce qu'ils ne te lâcheront pas d'un moment à l'autre, tu vois. Donc c'est exceptionnel, et évidemment j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit c'est trop cool, parce qu'on retourne sur ma zone de génie, qui est la création pure et dure, création de produits, création de... Parce que tu vois, dans Sync, moi je suis spécialisé là, dans la R&D, donc c'est moi qui m'occupe du développement produit, et c'est quelque chose qui me passionne. Et là, c'est pareil, j'étais dans la création, parce que ce que je me suis rendu compte, quand je faisais donc le Hybrid Pump, tu vois, c'était beaucoup de fun. Les membres, tu les fais se développer, ils changent mentalement et tout, physiquement, c'est cool. Mais dès que j'ai commencé à faire le développement de l'application, c'était le début de la fin, en fait, de mon business. Parce que je me suis tellement penché dedans, il y a eu tellement de problèmes. Bon, moi, j'étais passionné par le développement du produit, mais j'étais obligé de délaisser la partie coaching. Donc, je ne prenais plus du tout de clients, plus de nouveaux coachés. Donc forcément, ton revenu, il baisse tout le temps. Donc tu commences à paniquer. Tu te dis, merde, il faut aussi que je m'occupe du marketing. Mais tu peux pas. C'est trop de choses. Ton cerveau, il est déjà en train d'exploser tellement il n'a plus de place. Tu ne peux pas. Si tu fais que du coaching, ok, c'est pas si compliqué que ça. Mais si tu fais plein d'autres trucs comme ça à côté, il y a un moment où tu pètes un plomb. Tout en prenant en compte que j'ai même pas de vie amoureuse. Et de là, c'était en fait le début de la fin. C'est la décision qui a un peu fait couler mon business. Parce qu'entre nous, le Hybrid Pump, c'est pas que c'est fini, mais c'est plus vraiment ouvert. C'est là pour les membres actifs uniquement. Et c'est donc, entre guillemets, mon coach assistant Nico qui m'aidait à gérer le projet. C'est lui qui reprend un peu le flambeau. C'est lui qui va s'occuper d'updater la programmation, une fois que je l'aurai bien formé comme il faut, et de s'occuper des membres actifs. Et moi, je serai toujours un peu là. Mais en fait, je me suis rendu compte que je ne peux plus être présent comme je l'ai été par le passé. C'est plus possible. Et c'est plus possible, en fait. Et c'est pour ça que je dis ça. Et des gars du Hybrid Pump qui vont me dire « Ah putain, ah ouais, merde, en fait. » Mais je les connais et ils vont comprendre la situation. Ils sauront que de toute façon, la programmation, c'est moi qui l'ai fait. Mais derrière, si je suis moins présent, je sais qu'ils ne m'en voudront pas non plus. Parce qu'aujourd'hui, je ne prends plus de coaching dans tous les cas. Donc, tous ceux qui sont encore là, ils sont là, ils suivent la programmation, ils ont déjà été coachés au préalable, donc c'est plus du tout la même chose, tu vois. Là, je prends plus personne en coaching. J'ai tout arrêté, j'ai tout fermé parce que je veux me focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel, quand tu regroupes le truc, là où je suis bon, c'est la création du produit. Donc, sur Sync, je fais du développement produit. Sur le software, je suis chef de chantier, en fait, grossièrement, qui gère le produit. Donc, je ne suis même pas dans l'opérationnel. Je ne fais plus du tout d'opérationnel là-dessus. Je guide simplement le développement. Ça ne me prend pas beaucoup de temps, c'est efficace, mais au moins, ce sont les deux seules choses sur lesquelles vraiment je vais passer du temps. Parce que je me suis aperçu que c'était plus possible. C'était plus possible. Donc aujourd'hui, au moins, j'ai pu remettre de l'attention supplémentaire sur Sync tranquillement, sans culpabiliser. Et au contraire, en me sentant mieux, en me sentant plus engagé dans le truc, parce que, bon, évidemment, tu sais pas tout, mais dans les années, il y a eu des hauts et des bas. C'était en dents de scie. On a eu des gens extrêmement tarés qui sont rentrés dans la boîte, qu'on a dû vite sortir. Enfin, c'était assez cauchemardesque entre nous. Ça a été très, très dur. Mais du coup, c'est pour ça aussi que je me suis un peu reculé de cette entreprise petit à petit, tu vois, en me disant, putain, ça me fait chier parce que j'ai peur. Parce que vu ce qui s'est passé par le passé, ça rassure pas. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Donc, je peux me dire, OK, j'ai confiance, tu vois. Je peux me mettre dedans en me disant, pas de souci, on va jusqu'au bout ensemble, let's go. Je n'ai pas besoin d'avoir un coussin avec du coaching à côté, pas que je me forçais à faire, mais que je me disais, ce sera mon coussin de sortie au cas où il y ait vraiment un gros problème. Parce que les signaux étaient un peu au rouge, tu vois, de me dire, oula, si ça part en couille, il faut quand même que j'ai une solution de sortie. Et aujourd'hui, je suis serein sur le fait de dire que j'en ai pas besoin. Et ça, c'est quand même un grand, grand pas, pour moi en tout cas, sur ces différentes années, parce que ça a été très, très long et très compliqué, et mentalement aussi. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc, c'est cool, mais c'est aussi pour ça que je suis obligé un peu de pull back sur certaines choses. C'est aussi pour ça que les réseaux sociaux, j'en fais plus, parce que
j'en vois plus tellement l'intérêt. Que pour moi, aujourd'hui, on est empoisonné par les réseaux sociaux. Et qu'au moins je suis sur les réseaux sociaux, au plus je profite de la vraie vie et au mieux je me sens. Et je t'invite à faire la même chose. Parce que réellement, je trouve que le podcast, c'est cool parce que c'est du format long. Mais je trouve que les réseaux sociaux, pour le coup, ça n'apporte rien. Entre toi et moi, même si tu as de l'éducatif dessus, je trouve que c'est de l'empoisonnement d'esprit. Je trouve que c'est bien de le faire quelques années. Mais tu vois, moi, j'étais dessus depuis que j'ai 26 ans. Là, j'ai 34. Je trouve que, ok, j'en ressens plus le besoin. C'est un truc, je me rends compte qu'on n'a qu'une seule vie, que de vivre à travers l'écran et de scroll sur des réels et des trucs, j'en retire plus grand-chose aujourd'hui. Et que je me sens beaucoup mieux sans. Donc c'est pour ça que je poste beaucoup moins. Tu dois t'en rendre compte, je poste moins de stories aussi. Je ferai un peu ce que je peux en termes de podcast ou quoi. Mais entre nous, j'ai plus tellement envie d'être aussi présent sur les réseaux sociaux. Et je pense que tu devrais en faire de même. Et que si tu m'écoutes, tu as potentiellement déjà pris cette maturité, cette sagesse et que toi aussi, tu as dû sentir cet impact négatif des réseaux sociaux sur ta vie. Et c'est un empoisonnement, c'est une saloperie en réalité. Et je pense que la vraie vie, c'est un peu mieux. Tu vois. Encore une fois, less is more, c'est que tu vas faire moins de choses, mais que ces choses-là, elles seront plus importantes pour toi, elles auront plus de valeur et que tu n'en seras que plus épanoui. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de la jouer comme ça. Ça ne veut pas dire, encore une fois, les gars du Hybrid Pump, paniquez pas, c'est tranquille. Hein. L'avantage, c'est que, parce que quand je développais l'application pour la Hybrid Pump, là, aujourd'hui, on est arrivé à une version qui est relativement fonctionnelle, qui est cool. Mais ce qu'on va faire là, c'est qu'on développe tout en natif pour Apple et pour Android sur la plateforme, sur le software. Et dès qu'il y a une version prête, on pourra faire migrer en fait, le Hybrid Pump dans le software pour que le Hybrid Pump bénéficie du software full en fait et qu'il soit exceptionnel parce que vraiment, ça va amener le game à un autre niveau. Si tu es coach aujourd'hui, d'ailleurs, j'en profite, et que tu coaches tes clients à travers des PDF ou des Excel ou des conneries comme ça, déjà oublie. Si tu as utilisé des applications aussi et que tu n'es pas vraiment satisfait et que tu trouves que ça manque de fonctionnalité, ça tombe bien parce que j'ai un formulaire qui est en description où tu vas pouvoir le remplir et m'aider à travers tes besoins, à me dire, moi je trouve que ces plateformes, elles manquent de ça, ça, ça. Moi j'aimerais beaucoup avoir ça, ça, ça pour mes clients. Je trouve que ce serait vachement mieux. C'est ton opportunité de le faire avec moi et du coup de participer au développement de cette plateforme. Parce qu'avec le temps, là, si je serais un peu plus actif sur les réseaux sociaux à travers ce message-là, pour dire aux coachs, les gars, venez me filer un coup de main, et venez vous filer un coup de main par définition, parce que vous allez être en mesure de participer au développement d'une plateforme qui sera faite par des coachs, pour des coachs. Et ça, tu vois, ça me fait kiffer. Donc pour moi, aujourd'hui, je ne peux plus ouvrir mon horizon à de nouveaux projets sans arrêt, même si c'est très excitant, tu vois, parce que ce n'est pas réaliste. Et là, je me suis rendu compte qu'avec plus de stabilité ici à Valence, cette fois, je ne bouge plus, j'arrête les voyages, en tout cas pour l'instant. Je partirai en vacances à droite à gauche, mais je ne fais plus de longs voyages comme j'ai pu le faire par le passé. Je me sens beaucoup plus relax et je trouve que je récupère de l'énergie mentale, en fait. De la charge mentale, pardon. De la charge mentale, parce que ça, c'était vraiment mon problème. C'est qu'à force de jongler, on appelle ça spinning too many plates. Tu vois, les clowns qui ont des bouts de bois et qui font tourner des assiettes, j'en avais trop des assiettes. Et à un moment où il y en a qui finissent par tomber. Et il vaut mieux qu'elles tombent et que tu sois plus fort sur 2 assiettes plutôt que tu aies 3 ou 4 assiettes et que tu n'arrives pas bien à les faire tourner les unes et les autres. Tu vois. Je trouve que c'est une belle métaphore et ça m'a beaucoup aidé dans mon introspection. J'ai aussi fait un suivi mindset avec Tom Foxley, donc un coach mindset anglais qui m'a beaucoup aidé. Là, j'ai décidé d'arrêter pour l'instant en tout cas parce que mine de rien, c'était 350 balles par mois. Hein, donc voilà, ça m'a aidé cependant. Mais à un moment, il faut aussi que je sache grandir de mes propres ailes et continuer comme ça parce que je pense que j'ai touché un truc qui est important. Et mine de rien, tu vois, on a beau être sur les réseaux depuis longtemps, c'est pas censé remplacer nos vies, ces réseaux sociaux. Ok ? Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit là-dedans. Si tu as des questions ou quoi, tu n'hésites pas à interagir, ça me fera toujours plaisir. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'épisode comme celui-ci. Mais là, c'est un épisode que je devais faire depuis longtemps, que j'ai mis longtemps à faire, à passer à l'action parce que j'étais en plein burn-out. J'arrivais plus à allumer la caméra, j'arrivais plus à parler dans le micro. Je savais plus où j'en étais dans ma vie. J'avais besoin de retrouver des choses qui me stimulent, qui me donnent un purpose, en fait, un objectif, une vision. Et ma vision, en fait, réellement, Think, ça a toujours été cette vision long terme. Et il faut que je retourne là-dedans et que je donne pas la moitié de ma personne, mais que je donne vraiment toute ma personne pour qu'on avance encore plus vite en équipe, tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà, donc il y aura plus. C'est pour ça que je parle plus trop fitness. Enfin, je poste vite fait mes séances, mais je prends plus de coaching en tout cas. Donc voilà.
J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous aura appris quelques anecdotes, que c'était un peu du fun, tout ça, et que ça se passe bien de votre côté. La programmation, cependant, si vous voulez la rejoindre, vous pouvez toujours la rejoindre, mais c'est simplement un petit abonnement de programmation. Il n'y a pas d'engagement. Tu peux te mettre dessus 1 mois, tu peux te mettre dessus 2 mois, tu fais ce que tu veux. Et tu as du fun, parce que mine de rien, on utilise une application qui est plutôt cool, et la programmation, elle est plutôt stylée, tu vois. Mais au moins, ça me permet, moi, de me dégager de la charge mentale pour me focaliser sur ce qui réellement importe si je veux réussir sur le long terme et en fait ne plus dépendre des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un business de coaching ou quoi sur les réseaux sociaux, dis-toi que tu seras esclave sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que tu arrêtes. Enfin, pas jusqu'à ce que tu arrêtes, mais le jour où tu arrêtes, il n'y a plus rien qui rentre en fait. Si tu n'as pas une image gigantesque, tu es obligé de mettre des pièces tout le temps, d'alimenter, de faire des réels, des trucs, tout le temps, jusqu'à ce que tu brûles. Parce que mon pote, je l'ai fait ça. Je l'ai fait alimenter les réseaux sociaux tous les jours pendant des années. Bon, j'ai jamais explosé, mais bon, it is what it is. Mais au bout d'un moment, j'ai saturé. Et j'ai explosé, je me suis dit, c'est plus nécessaire à ma vie et j'ai envie d'aller vers des business, entre guillemets, qui me permettront de vivre sans pour autant devoir me vendre sur Instagram. Voilà, j'espère que that's it les gars. Vous passez une très bonne journée, vous enjoyez. Si vous avez des questions, des trucs, encore une fois, vous pouvez me contacter sur Insta ou même laisser les commentaires dans la description. Il y a toujours un truc pour poser une question à l'oral. Vous pouvez le faire. Et that's it. J'espère que vous avez apprécié. On se voit bientôt les gars. Peace!